Peut-être avait-elle plus d'énergie, en avait-elle fait un avantage. Lorsque Spencer est rentré chez elle ce soir-là, l'attendait sur son lit les médicaments qu'elle avait pris, les amphétamines. Les amphétamines qu'elle avait pris l'attendaient sur son lit. Les flacons étaient posés sur le côté, et il y avait un PC avec. Avec, il y avait un livre. Ce livre n'avait ni titre, ni première page, juste quelques pages à l'intérieur, juste quelques pages du livre qui avaient été découpées afin d'y déposer 3 clés USB. La première clé USB s'appelait 1, la deuxième clé USB s'appelait 2, et la troisième clé USB s'appelait 3. Ces clés USB avaient été posées dans ce livre. Les médicaments qu'elle avait pris l'attendaient sur son lit. Quand elle a regardé ce qu'il y avait sur les clés USB, c'était les caméras de surveillance, les vidéos de caméras de surveillance pendant son séjour à Radley. Elle regardait ces vidéos et ce qu'elle faisait, elle regardait ces vidéos. Et puis ensuite, elle a pris la deuxième clé USB. Elle a tout de suite envoyé un SOS à Aria, à Emily et à Anna. Elle a regardé la deuxième en attendant qu'elles arrivent. Sur la deuxième, il y avait ses séances avec la psy. Il y avait ses séances avec la psy sur la deuxième, et sur la troisième, il y avait tout ce qu'elle avait fait avec Dean pour pouvoir se sevrer. Toutes les choses qu'elle avait fait avec Dean, et tous les mensonges qu'elle lui avait dites. Tous les mensonges qu'elle lui avait dites étaient exposés au grand jour, juste sur la deuxième. Sur la troisième, il y avait le plus lourd des secrets. La même chose qu'elle avait eue. La même chose qu'elle avait eue il y a bien longtemps. Cette même chose, c'était la fois où elle avait pris des médicaments, qu'elle n'était plus elle-même. Ça, seule Mélissa, seule sa mère et seul son père le savaient. Elle ne voulait pas le montrer à Anna ni à Emily, mais il y avait toutes les vidéos de ce jour-là, où elle a été envoyée en centre, de désintoxication pour la manière dont elle se comportait. Sur la troisième, il y avait ça. Elle regardait son comportement, la manière dont elle parlait à Mélissa, la manière dont elle parlait à sa mère, la manière dont elle parlait à son père, et quand elle a été envoyée en centre. Comment est-ce qu'elle était en centre? Comment est-ce qu'elle était dans le centre de toxicomanes? Comment est-ce qu'elle était dans le centre de toxicomanes de désintoxication? On avait dû l'attacher et la mettre dans une chambre. Dans une chambre, on avait dû l'attacher à une camisole de force. Quand on avait dû l'attacher à cette camisole de force, elle était sur le côté. Elle faisait des gestes d'avant en arrière, regardait le plafond et ne le quittait plus des yeux. Elle regardait le plafond, ne le quittait plus des yeux. Et souvent, une infirmière rentrait et la regardait. Elle lui disait son nom, lui donnait ses médicaments qu'elle prenait. Elle les prenait sans même rien dire. Elle regardait l'infirmière qui venait faire... Cette infirmière qui venait souvent lui parler et en même temps qui venait voir son dossier. Elle lui disait ensuite son numéro de bracelet, son nom et la date à quand est-ce qu'elle était arrivée dans le centre. Et Spencer ne réagissait pas. Elle continuait à regarder le plafond. Elle était comme zombifiée. Elle n'était plus à l'intérieur de son corps. Les fenêtres, les coins des murs, ou alors encore le bord, les plis de son lit, c'étaient les seules choses qui l'intéressaient. Et prendre ses médicaments le soir. C'était les seules choses qui la faisaient tenir. Elle a regardé la première vidéo. Elles se sont rejoints chez Spencer, et tard le soir, elle leur a montré les 2 premières. Ce qui s'était passé pendant ses séances avec Dean, comment est-ce qu'elle avait réagi avec lui, le nombre de mensonges qu'elle lui avait dites, et ses séances avec la psy, et tout ce qui s'était passé à Radley pendant son séjour là-bas. Elle avait montré ça aux filles en espérant qu'elles auraient tous une réaction, qu'elles diraient peut-être quelque chose. Et les médicaments, elle les a apportés. Et elles ont regardé les médicaments ensemble. Les effets, irritabilité, perte de connaissance, hallucination. Et Spencer se souvenait avec précision de tout ce qui s'était passé. Même si c'était il y a longtemps et qu'elle était sevrée, elle se souvenait avec précision de tout ce qui s'était passé. Perte de connaissance, perte d'un événement, un événement qui s'était produit, ou alors encore un oubli d'un souvenir,
Ou encore, irritabilité, elle savait qu'elle l'avait fait avec sa mère. Elle s'était engueulée avec sa mère dans sa chambre lorsque sa mère voulait la reprendre à la maison. Contre la volonté de Radley, elle voulait la reprendre à sa maison. Elle s'était engueulée avec sa mère et elle disait que sa place était ici, à Radley, et que c'était définitif. Mais sa mère voulait se battre et ce n'était pas définitif. Pas définitif pour elle. Les filles la regardaient bizarrement et Spencer a dit qu'elle était sous l'emprise des médicaments. C'est vrai qu'elle était sous l'emprise des médicaments, mais tous les effets répertoriés lorsqu'elles ont fait des recherches étaient réellement sous la manière dont elle agissait. À Radley, les caméras montraient une fille complètement névrosée. Les caméras montraient une fille complètement névrosée et complètement psychotique. Une fille qui n'avait plus sa personnalité, qui n'avait plus toute sa tête, et qui réagissait de manière très très nerveuse lorsqu'on lui parlait. Ce n'était pas Spencer, c'était une autre fille. A menaçait Arya de bien des choses. Arya était menacée d'avoir donné l'idée à Ezra de vendre la voiture, la Chevrolet. Arya savait que Ezra ne devait jamais être au courant de ça. Elle savait qu'il ne devait jamais être au courant de ça, parce que s'il devait être au courant de ça, ça pourrait venir jusqu'à toucher les oreilles de Diane. Et Diane pourrait faire tout et n'importe quoi, tout ce qui est en son pouvoir, pour les séparer tous les deux. Ce que A était en train de faire n'était pas seulement menacer Arya, de simplement avoir donné l'idée à Ezra de vendre cette voiture, mais c'était surtout de les séparer l'un l'autre. A était en train de tout faire pour pouvoir les séparer l'un l'autre, parce que A savait que si il divulguait cette information et que Diane tombait dessus, que la mère de Ezra ou la famille de Ezra tombait sur cette information, que c'était Arya qui l'avait convaincu par tous les moyens, et qui avait fait en sorte que lui vende cette voiture, une voiture auquel il n'avait pas trop le droit de la vendre. Elle savait très bien que si jamais elle divulguait cette information, elle ne reverrait plus jamais Ezra. Alors il ne fallait pas que Ezra soit au courant, et il ne fallait pas que quiconque soit au courant. Elle comptait brûler les papiers, mais elle savait que si elle le faisait, A allait encore contre-attaquer. A allait trouver un autre moyen de les séparer. A était en train de la faire chanter. Il lui donnait des informations, lui envoyait des messages. Il lui envoyait des messages menaçants, parlant de Ezra et de sa famille, parlant du fait qu'elle ne le verrait plus jamais. De temps en temps, ces messages n'étaient pas des informations, mais plutôt des avertissements. Il lui envoyait aussi quelques dossiers, quelques emails, ou alors quelques adresses et coordonnées où elle devait se rendre, qui pouvaient lui donner certains indices sur comment faire pour pouvoir inverser ça. A n'était pas simplement en train de l'aider, A était en train de la manipuler. De jouer avec elle, de jouer avec ses nerfs. Elle ne savait pas encore si A était Mona. Elle en avait la certitude, mais elle ne le savait pas. Leur certitude ensemble était que A était Mona, mais elle ne le savait pas encore. Alors que Arya était partie dans un jeu qui ressemblait très fort à une course contre la montre. À essayer de détruire des indices les uns après les autres. Et après qu'un indice ait été détruit, un message de A apparaissait. Un message et aussi un autre indice donné par A qui pouvait la rapprocher tout simplement de ce qu'elle désirait le plus, faire disparaître ce que A faisait, jouer avec ses nerfs. Cet indice, c'était lui faire trouver la voiture qu'il avait vendue. Elle s'est alors rendue à un vieux garage, chez un vieux garagiste,
En lui montrant une photo de la voiture que A lui avait envoyée, elle se demandait encore comment est-ce que A avait eu une photo de la voiture. Elle s'était rendue chez ce garagiste et lui avait montré la photo, en lui demandant s'il avait réparé une voiture comme ça il y a longtemps ou il y a peu de temps. Est-ce qu'on lui avait apporté cette voiture? Est-ce qu'un homme grand et brun lui avait tout simplement apporté cette voiture? L'homme qui était en train de réparer une autre voiture, le garagiste, est venu avec ses outils en main, les mains crasseuses, et avec aussi un essuie sur l'épaule. Il lui a dit: il va falloir être plus précis. Elle a alors dit: il est grand, brun, d'une musculature plutôt assez large, et il s'appelle Ezra. Elle a commencé à le décrire physiquement. Il s'appelle Ezra, d'une musculature assez large, des épaules assez larges. Elle l'a décrit physiquement, et l'homme lui a dit que non. La personne qui avait apporté une voiture comme celle-ci, effectivement, la voiture avait été apportée par quelqu'un, mais la personne qui avait apporté une voiture comme celle-ci ressemblait plutôt à une blonde qui s'appelait Allison ou alors Sissi. Il ne savait pas encore. Il hésitait entre Sissi, entre Allison, entre ces deux noms-là. Lorsque Aria l'a regardé et a cherché à trouver la voiture à l'intérieur, l'homme lui a dit qu'elle était tout au fond dans un vieux garage qui était encore plus sombre qu'à l'avant. Elle est rentrée et le garage était fermé. Elle a ouvert le garage, la voiture attendait sur le côté, elle attendait en suspension en l'air, et l'homme devait encore réparer le dessous de la voiture avant de la vendre, avant que quelqu'un ne vienne la récupérer. Là, Aria a sorti son GSM et a montré une ancienne photo d'Allison et une photo très récente de Sissi, en lui disant: est-ce que la blonde qui est venue déposer la voiture ressemblait à celle-ci ou à celle-ci? L'homme n'était pas sûr de lui, a regardé Aria et lui a dit: peut-être la première, peut-être la deuxième, je ne sais pas. Aria est partie tout de suite et a pris sa voiture. Elle n'avait pas encore d'indice clair et concret pour pouvoir supprimer ce que A faisait avec elle. Mais elle avait assez de preuves pour pouvoir savoir que ce n'était pas elle qui avait donné l'idée à Ezra de vendre la voiture. C'était A qui avait tout manigancé depuis le début et qui était en train de la faire chanter. Elle avait déjà assez de preuves concrètes pour pouvoir prouver ça à la famille de Ezra, si jamais ça arrivait jusqu'aux oreilles de sa mère. Le souffle coupé, alors qu'elle venait de remarquer par terre que Ezra avait été frappé avec un objet contondant. Elle venait de remarquer que par terre, Ezra avait été frappé avec un objet contondant. Juste à côté, il y avait un tas de papier qu'elle n'avait pas encore regardé. Se préoccupant de Ezra, elle le fit remonter tout de suite à la surface dans son salon. Elle poussa la porte et le mit alors juste par terre en lui demandant ce qui lui était arrivé. Elle s'était mise à côté de lui avait apporté un verre d'eau. Elle lui avait apporté un verre d'eau, un café, ou plutôt quelque chose de fort pour anesthésier la douleur. Elle s'était mise à côté de lui et lui avait demandé ce qui s'était passé. Il était un petit peu désemparé, déphasé par rapport à ce qui s'était passé. Il regardait Aria et lui disait qu'il avait été frappé à l'arrière, qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Pas une voix, rien. Il n'avait rien entendu, pas une seule voix. Aria, elle, était manipulée par des messages. Elle les montrait à Ezra, manipulée par des messages et par des photos. Elle lui a avoué tout de suite ce soir-là que A menaçait de la faire chanter, en disant que c'était elle qui lui avait donné l'idée de vendre la voiture. Elle s'est tournée vers Aria et a dit: mais pas du tout, c'est pas toi qui m'as donné cette idée. Elle le savait déjà, donc ils en ont discuté. Ils en ont discuté de ce qu'ils pouvaient faire de cette information, de sur quel point ils étaient gagnants par rapport à A, sur quel terrain ils étaient gagnants par rapport à A et de quelle manière ils pouvaient inverser ce qu'il était en train de faire et en train d'essayer de faire, en train d'essayer d'annihiler leur couple. Alors qu'ils étaient en train de réfléchir à ça, Ezra était en train de repenser à ce qui s'était passé en bas.
La porte encore ouverte, Aria remarqua ça à cause d'un courant d'air. Mike venait de rentrer et de passer dans le couloir. Il prévient alors Aria que ce soir-là, il allait jouer au lacrosse. Aria le regarda mais sans plus, en lui disant tout simplement que c'était bon. Il rentra dans sa chambre et monta les escaliers. Aria s'occupait de Ezra sur le côté, qui était un petit peu désemparé, déphasé, qui était un petit peu dans le flou. Malgré ça, ils étaient en train de discuter. Ils étaient en train de discuter et de parler de ce que Aria allait faire. Le lendemain, Aria se retrouva à une adresse. A lui avait envoyé la photo d'une maison et des coordonnées auxquelles elle devait se rendre. Elle devait se rendre là-bas et apporter une lettre que A lui avait glissée à l'intérieur de son sac dans son casier. Elle l'avait reprise quand elle était au lycée. Cette lettre était écrite A. Il était écrit cordialement A. Je l'ai écrit en pensant à toi. Kiss. Tu es ma préférée. C'était certainement encore un coup de Allison. Allison disait effectivement à Emily, à Anna, à Spencer et à elle, tout le temps, vous êtes mes préférés. Tout le temps, vous êtes mes préférés. Elle disait ça. C'était un petit peu sa phrase fétiche. Alors cette lettre, elle l'a prise et elle l'a lue. Elle a pris le soin de la lire correctement dans sa chambre et elle a appelé les filles. Cette lettre si cruelle, à partir de mots si crus, disant qu'à chaque moment, à chaque phrase, et à chaque petit texte, ou à chaque petit paragraphe de la lettre, disant qu'ils allaient être annihilés tous les deux. Mais au bout du compte, à la fin de la lettre, elle s'est rendue compte que toutes les menaces de A y étaient répertoriées. Toutes les menaces de A y étaient répertoriées comme dans un roman, comme dans un livre policier. C'était une sorte de plan par écrit, pour pouvoir suivre tout ce que A lui demandait de faire. Elle avait suivi à la lettre que A lui avait glissée, et elle l'a glissée dans la boîte aux lettres de cette maison, une deuxième maison que Jessica avait sur le côté. Elle s'est rendue à l'hôtel. Quand elle s'est rendue à l'hôtel, au Lost Woods, quelqu'un l'attendait, un homme vêtu de noir, lui donnant ensuite une autre lettre à l'intérieur d'une enveloppe, sur laquelle il y avait un seul nom, son nom à elle. Le soir, elle l'ouvrit, et ça parlait de la voiture, ce qu'elle allait devenir, chez qui elle allait être envoyée, et des dossiers compromettants qui pouvaient la faire couler, elle et Ezra. Elle était menacée par tout ça. Ces dossiers compromettants compromettaient une somme d'argent qui allait être versée sur le compte d'Ezra. Une somme d'argent qu'il ne voudrait évidemment pas, parce que cette somme d'argent venait de sa mère, qui avait encore une fois payé Aria pour pouvoir le quitter. Évidemment, son plan avait fonctionné. Son plan n'avait pas été déjoué. Encore une fois, cette somme d'argent n'avait qu'une seule utilité, faire en sorte que Aria accepte l'argent et parte loin, la quitte. Et que Aria accepte l'argent, parte loin et quitte Ezra. Ça avait fonctionné. C'était arrivé jusqu'à la famille de Ezra, qui avait tout entendu, qui savait tout maintenant sur le fait que c'était Aria qui avait poussé Ezra à vendre cette voiture, alors qu'il ne devait pas le faire. Maintenant, toute la famille pensait à une seule chose, éloigner Aria le plus possible. Ça avait fonctionné, elle se retrouvait dans un sacré pétrin. Elle se retrouvait bien loin de lui. Mais poursuivie par des lettres, poursuivie par des mots, et poursuivie par des menaces envoyées par la famille d'Ezra, pour lui dire de quitter Ezra et de partir loin, de ne plus jamais revenir, de quitter Rosewood même, et de le laisser tranquille. Pas sûre de ce qu'elle allait faire, ce soir-là, Allison est arrivée. Elle a frappé à la porte de la maison de Aria, et Aria lui a ouvert. Elle l'a laissé rentrer et Allison s'est tout de suite assise. Elle lui a avoué quelque chose ouvertement.
Alors que Aria avait déjà reçu un autre message de A, Allison s'est avancée et lui a dit de manière amicale « C'est A ?» Aria a tout de suite caché son GSM et l'a regardé. Elle lui a dit « Tu es venue pourquoi ?» Elle est partie dans la cuisine. Elle lui a servi un verre et a déposé 2 tasses de café. Celle de Allison, elle l'a déposée violemment sur la table et elle a regardé Allison. Les bras croisés, les jambes croisées, assis sur le fauteuil. Elle l'a regardé, la tête inclinée, le regard un peu énervé. Elle lui a dit « T'es venue pourquoi ?» Il était peut-être 22h, 23h, peut-être même minuit, 1h du matin. Qui sait? Qui sait? Il était très tard. À ce moment-là, Allison lui a dit « Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, tout ce qui t'est arrivé, j'étais au courant. » Aria s'est levée et l'a regardé. Elle lui a dit « T'étais au courant? De quoi exactement ?» La repoussant, elle a dit « De quoi exactement est-ce que t'étais au courant ?» Allison lui a dit « S'il te plaît, ne m'en veux pas. » Aria, restant neutre, statique et restant sans aucune émotion, a regardé Allison et lui a dit « Non, commence pas à faire ce petit jeu avec moi. » Elle s'est assise et a dit « De quoi t'es au courant exactement ?» Elle s'est assise sur le fauteuil de la même manière qu'elle était avant, les jambes croisées et les bras croisés. Elle l'a regardé d'un air très énervé. Allison a fait le tour du fauteuil pour venir s'asseoir en face d'elle et lui expliquer. Aria l'a regardé et lui a dit « Non, tu restes là, tu restes là. Tu restes de l'autre côté. Je veux pas te voir. » Ensuite, Allison s'expliquait mot après mot. Elle s'expliquait phrase après phrase. Elle choisissait ses mots comme elle le pouvait. Comme elle le pouvait, elle venait d'être libérée de ce jardin. Elle venait d'être libérée de ce jardin, de la terre sous les ongles, de la terre sur le visage. Elle est arrivée et son t-shirt jaune était tout déchiré. Elle a regardé Aria et finalement Aria lui a dit « Non, tu restes là. » Elle est restée derrière le fauteuil et s'est expliqué que quelqu'un l'avait obligée en lui envoyant des menaces. Quelqu'un l'avait obligée à faire certaines choses. Certaines choses, comme par exemple enlever Ezra, le mettre à cet endroit-là, faire ça, et l'obliger tout simplement aussi à dire que c'était toi qui avais donné l'idée de vendre la voiture. Ezra, c'était elle qui avait tout fait. C'était elle qui l'avait mise dans le silo. C'était elle qui l'avait attachée. C'était elle qui l'avait torturé, qui lui avait fait du mal, qui avec des aiguillons lui avait lancé des joules d'électricité. C'était elle qui avait fait ça avec des joules d'électricité. Lui avait avec des aiguillons fait toutes ses marques sur le corps. Alors qu'il venait d'être libéré. Il y avait une odeur de gaz dans cet endroit. C'est vrai que quelqu'un lui avait envoyé une menace, comme quoi il fallait faire exploser l'endroit dans lequel il était. Mais elle n'est pas allée jusque-là. Mais lorsqu'elle a entendu ça, Ariel a regardé. L'a prise par la poitrine, et tout de suite l'a frappée contre le mur. Elle l'a frappée contre le mur, sa main sur la poitrine, elle a passé sa main autour de son cou, elle l'a regardé et elle lui a dit « J'ai plus confiance en toi, tu dégages. » Tu dégages, la frappant contre le mur, conduisant alors toute sa main sur sa poitrine et sur son cou. Elle l'a frappé contre le mur, encore et encore. D'abord son épaule, ensuite ses 2 épaules. Elle l'a prise et elle lui a dit « Écoute-moi bien. » Écoute-moi bien, face à elle, elle la tenait par les 2 épaules, la refrappait contre le mur. À force, le mur était abîmé de fissures. Et de trous. Le mur était abîmé de fissures, de trous et d'impacts contre le mur à cause des os d'Allison. Elle l'a frappé à plusieurs reprises contre le mur et lui a dit un moment « C'est ça la vraie douleur. Tu le verras un jour quand t'aimeras quelqu'un pour de vrai. Mais comme t'en es incapable, tu le verras certainement jamais. » Elle a ouvert la porte et elle lui a dit « Maintenant tu te casses, je veux plus te voir, tu pars. » Allison sur le porche lui a dit « Mais laisse-moi au moins t'expliquer. » Elle lui a dit de partir et l'a repoussé en arrière. Allison est tombée à genoux sur le sol. Elle l'a regardé comme si elle allait le regretter. Entre nous deux, celle qui allait le regretter, ce n'était pas Allison, ni même Aria,
C'était Allison qui allait le regretter. C'était une sorte de conflit à deux, ou plutôt Arya avait cessé d'être son amie pour de bon cette fois-ci. Cette nuit-là, après l'avoir frappé contre le mur, après l'avoir pris par la gorge, l'avoir mis à genoux en la prenant par la gorge, après l'avoir mis à genoux, en l'ayant tenu contre le sol, en soulevant sa tête par les cheveux et en lui parlant à l'oreille, en lui disant qu'elle était capable du pire lorsqu'elle lui avait dit qu'elle voulait voir de quoi elle était capable, en mettant ses talons aiguilles sur son dos, et en restant à côté d'elle, en s'asseyant à côté d'elle, et en lui disant que tu sais qu'on n'a que 200 os et plus, 208 je pense, dans notre corps. Elle l'a regardé et lui a dit, si je te brisais les os les uns après les autres. Tu sais quels sont les os les plus difficiles à briser? Et elle est restée devant elle à lui parler. Elle est restée derrière elle à lui parler, assise en lui tirant les cheveux en arrière et en soulevant son cou, en lui disant, tu sais quels sont les os les plus difficiles à briser. D'abord, t'as le coccyx. Ensuite, t'as les côtes. La clavicule, ça fait un mal de chien, il paraît. Si je te brise la colonne vertébrale, là, t'existerais même plus. De toute façon, pour tous les habitants de Rosewood, t'existes même plus. Quand elle a relâché Allison l'a regardée. Elles se sont toutes regardées. Elles se sont toutes les deux regardées comme si plus aucune d'elles n'existait pour l'autre. Arya a fermé la porte et ce soir-là avait compris que tout venait d'Allison, tout venait d'elle. Elle a appelé les autres filles et les autres filles sont venues. Spencer, Emily et Anna sont arrivées. À la porte, elle leur a ouverte et a expliqué que tout était du ressort d'Allison, que tout avait été planifié par Allison et leur a montré alors ce dont elle avait été capable et jusqu'où elle a été pour pouvoir les séparer, Ezra et elle. Elle a montré alors les dossiers qu'elle avait reçus et tout ce qu'elle avait fait faire, tout ce qu'elle lui avait fait faire. Quand elle leur avait montré tout ça, tout ce qu'elle avait élaboré comme plan, tout ce qu'elle avait ficelé correctement. Elle a regardé ça et elle a dit son amitié qu'elle ressent par rapport à toi, Emily, qu'elle dit que t'es sa préférée. Toi, Spencer, comme quoi elle dit qu'elle t'aime, qu'elle t'aime bien en tant qu'amie. Et toi, Anna, quand elle t'appelle la grosse Anna. Tu penses que c'est de l'amitié? C'est que du flan. C'est n'importe quoi. Son plan bien ficelé, là, c'est juste pour nous torturer. C'est elle, la vraie tortionnaire. Expliquant tout ça aux filles, les filles étaient en train de regarder les dossiers, de les répandre sur la table, les uns à côté des autres, et de regarder tout ce que Allison avait été capable de faire pour pouvoir séparer Ezra de Arya.